mon nom est Amelia Hart. J'ai 32 ans et je vis à Seattle. Le matin avant Thanksgiving, mon téléphone a vibré alors que je me tenais encore près de la fenêtre de la cuisine, le café à moitié froid dans ma main. C'était de mon père. Seulement 8 mots brillaient sur l'écran, Thanksgiving est complet. Peut-être l'année prochaine. Pas d'émoji, pas d'explication. Je les ai regardés assez longtemps pour que le café perde complètement sa vapeur. Les mots semblaient inoffensifs à première vue, même pratiques, mais derrière eux se cachait le même froid familier qui m'avait suivi toute ma vie. J'ai répondu, pas de souci, et j'ai appuyé sur envoyer. 2 mots, parfaitement polis, parfaitement neutres. Le genre de réponse qui cache 1000 mots non dits. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran une seconde de plus, comme si j'attendais un autre message, quelque chose comme « Nous essaierons de te caser » ou « Peut-être passe plus tard ». Mais rien n'est venu. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Dehors, la ville se parait déjà au rythme des fêtes, des klaxons de voitures, adoucis par la bruine, des vitrines de magasins bondées de tartes à la cannelle et de dindes en papier. Chaque coin sentait les châtaignes grillées et l'attente. Et pourtant, dans mon appartement, il n'y avait que le bourdonnement du réfrigérateur et le poids d'une chaise vide. Je pouvais presque entendre les rires qui allaient bientôt s'élever de la maison de mes parents à Portland, le bruit des cuillères de service, les verres qui s'entrechoquent lorsque ma sœur Lena entrerait avec son mari et leurs jumeaux, le tableau familial parfait. Mes parents en bout de table, la voix de ma mère disant, si reconnaissante que nous soyons tous ensemble. Tous, sauf moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est installé dans un étrange calme. Peut-être parce que je me préparais à ce moment depuis des années sans m'en rendre compte. On ne peut pas se faire dire, peut-être l'année prochaine, un certain nombre de fois avant de décider, non, cette année est à moi. J'ai posé la tasse, me suis dirigé vers le petit tableau de liège au-dessus de mon bureau et j'ai épinglé la facture imprimée arrivée il y a 2 semaines pour les documents de clôture d'un ranch à White Valley, dans le Montana, 105 hectares de terrain dégagé, des cabanes en cèdre et une cuisine assez grande pour accueillir un village. Le chiffre en bas me tordait encore l'estomac chaque fois que je le voyais. 5 millions de dollars. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de ce qu'il représentait, la liberté, la preuve que je pouvais construire quelque chose à partir de rien. Je n'en avais rien dit à mes parents, bien sûr. Pour eux, j'étais toujours la fille trop occupée, toujours à la poursuite de projets, jamais assez longtemps à la maison pour entrer dans leur image. Ils ne savaient pas que le même silence qu'ils m'avaient réservé était devenu le carburant qui avait bâti un empire dans la technologie logistique, que partout la fierté de Lena m'avait poussé à travailler une nuit de plus sans dormir jusqu'à ce que mon entreprise tienne enfin debout toute seule. Et ils ne savaient certainement pas que ce Thanksgiving, je n'avais pas l'intention de manger seul devant la télévision avec des nouilles à emporter. J'avais autre chose en tête. Quelque chose de plus grand, de plus chaleureux, de plus fort. Cette année, je cuisinerai pour les gens qui n'ont personne, pour les chauffeurs qui dorment dans leurs camions sur les autoroutes gelées, les infirmières qui font des doubles quarts de travail, les anciens combattants qui vivent dans des remorques au-delà du bord de la ville. J'ouvrirai les portes du ranch en grand et je laisserai entrer tous ceux qui ont besoin d'un endroit où appartenir. 200 places, 200 assiettes, 200 chances de transformer la solitude en lumière. Peut-être était-ce insensé, peut-être même impulsif, mais j'avais passé trop de fêtes à regarder de l'extérieur. Je voulais savoir ce que ça faisait de créer ma propre table au lieu de mendier une chaise à la table de quelqu'un d'autre. Je l'imaginais déjà, les longues tables en bois sous des guirlandes de lumière dorée, l'odeur de dinde rôtie se répandant dans l'air enneigé, des inconnus trinquant avec des tasses de cidre comme de vieux amis. Pas de prières répétées, pas de politesse sur les carrières ou les hypothèques, juste des gens reconnaissant d'avoir simplement un repas chaud et d'être vus. Cette image a brûlé assez fort pour faire fondre la lourdeur qui pesait sur ma poitrine. Pour la première fois, l'idée d'être exclu ne faisait pas mal. On aurait dit une permission. La permission de réécrire le scénario. Alors, j'ai envoyé un court message à mon assistante, appelle le bureau du shérif à White Valley. Renseigne-toi sur les refuges locaux ou toute personne qui a besoin d'un repas demain. Puis un autre, trouve 10 fours de plus. Livraison en express si nécessaire. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Le plan était déjà en marche. La douleur qui m'avait envahi toute la matinée s'est transformée en concentration, en objectif. C'était peut-être ça, Thanksgiving, depuis le début, pas une question de savoir qui vous invite, mais plutôt qui vous décidez de nourrir.
J'ai regardé le message de mon père une dernière fois avant d'éteindre le téléphone. Thanksgiving est complet. Peut-être avait-il raison. Leur table était pleine. Mais la mienne ne faisait que commencer à être dressée. Vous a-t-on déjà dit doucement mais fermement qu'il n'y avait pas de place pour vous? Que peut-être l'année prochaine, peut-être une autre fois, peut-être ailleurs. Si oui, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Parce que ce soir, au milieu de toutes ces tables pleines, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir décidé de construire la mienne. Quand j'y repense, c'est presque drôle de voir à quel point chaque souvenir de Thanksgiving dans notre maison tournait autour d'une seule chose, la table. La table de la famille a été la pièce maîtresse de chaque photo, de chaque célébration, de chaque illusion d'unité que nous essayions de préserver. Mais ce que ces photos ne montraient jamais, c'était que derrière les rires et l'argenterie polie, il y avait toujours une plus petite table pliante dans le coin. Et c'est là que je m'asseyais. Ma chaise n'était jamais tout à fait stable, une jambe plus courte que les autres, recouverte d'une nappe restante qui ne correspondait pas au reste de la pièce. À l'époque, je me disais que tout allait bien. Après tout, la vraie table était bondée d'adultes, avec Léna à la tête de chaque conversation, et je n'étais que la personne tranquille qui ne voyait pas d'inconvénient à aider dans la cuisine. J'ai appris tôt que dans notre famille, l'attention était une ressource rare, et qu'elle allait toujours dans une seule direction, vers ma sœur, Léna, l'enfant chéri. Elle était du soleil mis en bouteille sous forme humaine, du moins aux yeux de mes parents, Desa à tous les coups, capitaine de débat, reine du bal de promo. Chaque Thanksgiving, lorsque mon père découpait la dinde, il levait son verre et disait quelque chose comme « Nous sommes si reconnaissants de voir à quel point Léna travaille dur pour l'avenir prometteur qui l'attend. » Tout le monde applaudissait, les yeux de ma mère brillant de fierté, et quelqu'un demandait inévitablement à Léna ses projets universitaires ou ses stages en droit. Puis ils retournaient à leurs assiettes, satisfaits que la gratitude ait été correctement exprimée. Personne ne m'a jamais demandé ce dont j'étais reconnaissante ou sur quoi j'avais travaillé. J'étais généralement encore dans la cuisine, les coudes dans la vaisselle, faisant semblant que le bruit des assiettes suffisait à me tenir compagnie. Je me souviens encore d'une année, quand j'avais 14 ans. C'est l'année où j'ai décidé de faire ma première tarte à la citrouille à partir de zéro. J'avais passé des heures à mesurer les épices, à abaisser la pâte, à essayer de rendre la croûte parfaite. L'odeur embaumait toute la cuisine, chaude et douce, et pour une fois, je me sentais fier. Je l'ai portée au comptoir, en faisant attention de ne pas la laisser tomber, en attendant que ma mère se retourne. Quand elle l'a fait, elle a souri légèrement, puis a dit, « Peut-être laisserons-nous tante Margaret goûter celle-là en premier, ma chérie. Tu sais, juste par sécurité. Parfois, tes recettes peuvent être un peu ratées. » Elle ne le pensait pas méchamment. Elle l'a dit comme les gens commentent la météo, avec désinvolture, sans s'en soucier, mais ça a atterri comme une pierre dans ma poitrine. Tout le monde a ri doucement, et le moment s'est dissous comme du sucre dans du thé chaud. Plus tard, j'ai vu la tarte à moitié mangée au bord de la table des desserts, personne ne se souvenant qui l'avait faite. C'est comme ça que ça se passait toujours. Chaque fête se fondait dans un schéma où j'étais presque vu, presque félicité, presque à ma place. Quand j'ai rapporté à la maison un ruban de l'exposition scientifique au collège, mon père m'a tapoté l'épaule et m'a dit « C'est bien, Amélia. Tu as toujours été si pratique. » Le lendemain, Léna a annoncé qu'elle avait été invitée à une conférence sur le leadership étudiant, et toute la famille a organisé un dîner en son honneur. J'ai aidé à accrocher les bannières dorées qui éplaient, si fier de toi, en faisant semblant de ne pas remarquer l'ironie. Noël n'était pas différent. C'est moi qui emballais les cadeaux de tout le monde et écrivais leurs noms en belle cursive sur les étiquettes, pour constater qu'il en manquait toujours un sous le sapin, le mien. Oh, je pensais que papa allait acheter quelque chose, disait ma mère, et papa riait, on se rattrapera l'année prochaine. C'est devenu la blague de notre famille, l'année prochaine, toujours l'année prochaine. Le plus cruel, ce n'était pas la négligence en elle-même. C'était à quel point c'était normal. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils me serraient dans leurs bras. Ils me demandaient comment ça allait à l'école. Ils disaient qu'ils m'aimaient. Mais l'amour, lorsqu'il est divisé inégalement, peut quand même laisser un côté affamé. Chaque fois qu'ils regardaient Léna, il y avait de la fierté et de l'adoration dans leurs yeux. Quand ils me regardaient, il y avait de la politesse, assez chaleureuse pour passer, assez froide pour brûler. Au moment où je suis arrivé au lycée, j'avais appris la chorégraphie de l'invisibilité. Je débarrassais les assiettes avant qu'on ne me le demande, je riais au bon moment, je comblais les silences avec des banalités dont personne ne se souvenait.
Si les invités complimentaient la table ou le dessert, ma mère souriait et disait « Léna a aidé à choisir les couleurs ». Elle ne mentionnait jamais que j'avais repassé la nappe, arrangé les fleurs ou passé la nuit à frotter les taches sur l'argenterie. Ce n'était pas malveillant. C'était simplement la hiérarchie de l'attention qui régnait dans notre maison. J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute, que peut-être si j'étais plus bruyante, plus drôle, plus impressionnante, je finirais par gagner une place à la table principale. Mais chaque tentative se retournait contre moi. Un Thanksgiving, j'ai essayé de me joindre à la conversation des adultes, en partageant le fait que j'avais été accepté dans un programme avancé d'informatique à l'école. Mon père a souri vaguement, regardant déjà vers Léna. « C'est bien, ma chérie », a-t-il dit. « Mais as-tu entendu dire que Léna a été nommée présidente du conseil étudiant ?» La conversation a changé instantanément, et mes mots sont restés suspendus dans l'air, inachevés, non désirés. Je me suis excusé pour aller vérifier les tartes. En cours de route, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit un monde à moi, un monde tranquille, dans le garage ou le grenier, partout où je pouvais bricoler sans jugement. J'aimais les machines parce qu'elles étaient honnêtes. Elles ne faisaient pas de favoritisme. Si quelque chose ne fonctionnait pas, vous pouviez le réparer. Si un fil se cassait, vous pouviez le souder. Les gens n'étaient pas comme ça. La famille n'était pas comme ça. Plus je vieillissais, plus je devenais invisible. Quand Léna a obtenu son diplôme de l'université, il y avait une bannière sur le porche d'entrée, un dîner avec traiteur, un diaporama de photos d'enfants sur une musique sentimentale. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ma mère a publié une seule photo sur Facebook, un cliché flou avec la légende « Si fier de mes 2 filles ». Je me souviens avoir fixé ce mot « de », me demandant pourquoi j'avais encore l'impression que c'était un lot de consolation. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que ces années n'étaient pas seulement remplies de négligence. C'étaient des répétitions. Chaque tarte oubliée, chaque siège vide, chaque « peut-être l'année prochaine » m'apprenait quelque chose, comment survivre sans applaudissements, comment construire en silence, comment transformer la douleur en carburant. C'est pourquoi, quand le message de mon père est arrivé ce matin-là, Thanksgiving est complet. Peut-être l'année prochaine, je ne me suis pas effondré. Je me préparais à cette phrase depuis toute ma vie. Ce n'était que le dernier couplet d'une histoire que je connaissais déjà par cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils avaient passé des années à décider qui méritait une place, j'avais passé ces mêmes années à apprendre à construire ma propre table. Et cette fois, personne n'allait me pousser dans le coin. Quand j'avais 17 ans, je pensais avoir enfin fait quelque chose qui les rendrait fiers. C'était le printemps, l'air encore assez froid pour mordre, et je me souviens avoir couru de la boîte aux lettres jusqu'à la maison avec l'enveloppe pressée contre ma poitrine. Le logo dessus était indubitable, Université de Stanford, le genre de nom qui fait taire les pièces. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque déchiré la lettre en 2 en l'ouvrant. Félicitations. Vous avez reçu une bourse complète. J'ai relu les mots encore et encore, non pas par incrédulité, mais parce que je voulais mémoriser la sensation, le battement de cœur d'être vu, même si ce n'était que par un morceau de papier. Pendant quelques minutes, je me suis laissé imaginer la scène qui allait suivre, mes parents rayonnant, mon père appelant les proches pour se vanter, ma mère pleurant peut-être même un peu, disant qu'elle avait toujours su que j'en étais capable. Je suis entré dans le salon, la lettre tremblant dans mes mains, prête à leur donner la preuve que je valais la peine d'être remarqué. Mon père était dans son fauteuil inclinable en train de lire le journal du soir, et ma mère pliait des serviettes pour un autre dîner que Léna organisait pour ses amis de débat. Je suis resté là pendant un moment, attendant que quelqu'un lève les yeux. « Papa », ai-je finalement dit. J'ai été accepté. Bourse complète. Stanford. J'ai attendu le son, le souffle coupé, les applaudissements, les mots que chaque enfant attend d'entendre toute sa vie, « Je suis fier de toi ». Au lieu de cela, mon père a baissé le journal à moitié et a légèrement froncé les sourcils, comme si j'avais interrompu une pensée. Stanford ? C'est en Californie, n'est-ce pas ? A-t-il dit, pas méchamment, mais à distance. C'est si loin, Amelia. Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ? C'est cher de vivre là-bas, même avec une bourse. Tu devrais peut-être regarder quelque chose de plus proche, comme Portland State. Léna prévoit déjà de rester à proximité. Ce sera plus facile pour la famille. Le mot « famille » a piqué plus que je ne pouvais le supporter. Je voulais lui dire que c'était ma lettre d'acceptation, ma réussite, censée parler de famille, de nous représenter,
de montrer que j'étais plus que juste l'ombre silencieuse derrière sa fille parfaite. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Ma mère n'a même pas interrompu son pliage. Ton père a raison, ma chérie. Être proche de la maison signifie que nous pouvons t'aider davantage. De plus, les fêtes seront plus faciles. Tu sais à quel point il est difficile de réunir tout le monde. Elle m'a regardé et a souri doucement, le genre de sourire qui était censé être chaleureux, mais qui a plutôt donné l'impression d'être doucement effacé. Dans l'embrasure de la porte derrière eux, Léna est apparue, ses cheveux attachés en une queue de cheval parfaite, tenant un plateau de limonade. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, les yeux brillants de curiosité. Ma mère s'est immédiatement tournée vers elle. « Ta sœur a été acceptée à Stanford », a-t-elle dit. « Mais elle pense à rester plus près de la maison. » N'est-ce pas gentil? Les sourcils de Léna se sont levés, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle dirait quelque chose de gentil, quelque chose de fraternel. Au lieu de cela, elle a haussé les épaules et a dit, « Ouais, c'est probablement plus intelligent. L'université n'est pas tout ce qu'on en dit si tu es loin de tout le monde. » Elle est retournée dans la cuisine, et c'est tout. Mon triomphe s'est aplati en une réflexion après coup. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond, la lettre d'acceptation reposant sur ma poitrine comme un poids au lieu d'une victoire. Je pouvais entendre Léna rire avec ses amis en bas, sa voix brillante, facile, aimée. Je me demandais ce que ça faisait d'entrer dans une pièce et de voir tout le monde s'illuminer juste parce que vous étiez là. Je n'avais jamais connu cette sensation. Tout ce que j'avais jamais connu, c'était de travailler 2 fois plus fort pour la moitié des applaudissements. Et même alors, parfois même pas ça. Le lendemain matin, j'ai plié la lettre avec soin, les glissé dans une enveloppe et les rangé dans le tiroir de mon bureau. Je n'en ai plus parlé. Quelques jours plus tard, mon père a dit avec désinvolture à un voisin, « Léna regarde déjà les facultés de droit. Elle deviendra probablement associée un jour. » J'étais juste là, et quand le voisin a demandé, « Et Amélia ?» Mon père a souri. « Oh, elle se décide encore. C'est là tranquille. » Je me souviens avoir hoché la tête, en faisant semblant d'être d'accord, en faisant semblant que ça ne me blessait pas profondément. Mais quelque chose en moi s'est fissuré ce jour-là. C'était la première fois que je comprenais vraiment que leur approbation n'arrivait pas, non pas parce que je ne l'avais pas mérité, mais parce qu'il ne s'agissait pas de mérite dès le départ. Dans notre famille, l'amour n'était pas une langue que l'on pouvait apprendre par l'effort. Elle était héritée par l'ordre de naissance et renforcée par l'habitude. Léna avait été choisie bien avant que l'une ou l'autre d'entre nous n'ait eu la chance de prouver qui nous étions. Cette prise de conscience a fait mal d'une manière qui a rendu le monde plus vif, plus froid, mais elle m'a aussi donné de la clarté. Si je ne pouvais pas gagner leur fierté, j'arrêterais d'essayer. Dans les mois qui ont suivi, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. J'ai fait des doubles quarts de travail dans un café local après l'école, j'ai économisé chaque dollar et j'ai rempli les papiers de logement pour Stanford sans en parler à personne. J'ai dit à mes parents que je travaillais sur un projet d'été. En vérité, je me préparais à partir. Le matin de ma remise de diplôme, pendant que Léna répétait son discours de major de promotion, je suis allé tranquillement à la boîte aux lettres et j'ai envoyé mon acompte de confirmation. J'avais l'impression de signer un traité avec moi-même, un accord selon lequel à partir de maintenant, je ne m'en dirai plus de place à leur table. Je construirai quelque chose à moi, peu importe le temps que cela prendrait. Quand je suis parti pour la Californie en août, personne n'est venu me dire au revoir. Mon père a dit qu'il avait un rendez-vous avec un client, et ma mère m'a serré rapidement dans ses bras à la porte, en murmurant « N'oublie pas d'appeler, d'accord ?» Léna ne s'est même pas réveillée. J'ai descendu ma valise seule des marches de l'entrée, l'air du matin encore lourd de brume. Pendant un instant, j'ai regardé en arrière la fenêtre de notre salle à manger. La table à l'intérieur brillait sous le lustre, parfaitement dressée pour 4 personnes. Ma place, comme toujours, était vide. Je ne le savais pas alors, mais ce départ tranquille allait devenir le moment déterminant de ma vie. Il n'y a pas eu de grand adieu, pas de départ larmoyant, pas de photo de famille marquant le début de mon avenir. Juste moi, un billet d'autobus et une promesse, je ne mesurerai plus jamais ma valeur à leurs applaudissements. Je trouverai un moyen de me nourrir de sens, de travail, de signification, même si personne d'autre ne disait jamais qu'il était fier. Il a fallu des années pour réaliser que c'était la nuit où j'ai cessé d'être une fille dans leur histoire et où j'ai commencé à être l'auteur de la mienne. Chaque kilomètre entre Portland et Palo Alto était un fil coupant net l'ancien récit.
J'ai pleuré un peu pendant ce long trajet vers le sud, mais ce n'était pas des larmes de perte. C'était le bruit des chaînes qui se brisaient enfin. Au moment où l'autobus a traversé la Californie, le soleil se levant à l'horizon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, le soulagement étrange et tranquille de la liberté. J'avais quitté la table, et pour la première fois, je ne me suis pas retourné. Les premières années en Californie m'ont dépouillé jusqu'à l'os. La liberté avait sonné glamour quand je suis descendu de cet autobus, mais en réalité, elle était enveloppée d'épuisement et de nouilles instantanées bon marché. Ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas le coût de la vie. Et Palo Alto n'était pas vraiment gentil avec quiconque n'avait pas de filet de sécurité. J'ai loué un demi-sous-sol qui sentait le plâtre humide et j'ai vécu parmi des boîtes que je n'avais pas les moyens de déballer. Mon lit était un sofa d'occasion affaissé que j'avais traîné d'une vente de garage, ses ressorts me meurtrissant le dos chaque nuit. Je faisais des quarts de travail dans un restaurant près du campus, remplissant le café de personnes dont les parents envoyaient des cartes de crédit pour des urgences qui n'existaient pas. Mes urgences étaient constantes, factures impayées, placard vide et cette question lancinante qui revenait chaque fois que je fixais mon téléphone, remarquerait-il même si j'appelais? Pourtant, j'ai persévéré. Entre les cours, j'ai appris à coder parce que cela ressemblait à une langue sur laquelle je pouvais compter, une langue qui ne mentait pas, une langue qui ne faisait pas de favoritisme. J'ai étudié les systèmes logistiques, fasciné par la façon dont un maillon manquant pouvait briser toute une chaîne, comment un délai inaperçu pouvait se propager vers l'extérieur et provoquer le chaos. C'était peut-être ma façon de comprendre ce qui m'était arrivé, que même les plus petites déconnexions, répétées assez souvent, pouvaient briser complètement la structure d'une famille. À ma 3e année, je faisais un stage dans une petite entreprise de transport en démarrage, traçant des itinéraires de chaîne du froid pour les fournitures médicales. Le salaire était misérable, mais les données me fascinaient, comment la température, le temps et la distance pouvaient faire la différence entre la vie et la mort pour quelque chose d'aussi simple qu'un vaccin. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis resté à temps plein, travaillant 12 heures par jour dans un bureau exigu au-dessus d'un entrepôt qui sentait l'huile à moteur. L'entreprise a fait faillite en 1 an. Les investisseurs se sont retirés, et les fondateurs ont disparu avec ce qu'ils pouvaient récupérer. J'ai été laissé avec 2 chèques de paie impayés et une tête remplie de feuilles de calcul, mais aussi une idée. J'avais vu à quel point le système était inefficace, combien de nourriture et de médicaments étaient gaspillés parce que personne ne suivait le dernier kilomètre. Si je pouvais construire une plateforme qui prédisait les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent, une plateforme qui pouvait réacheminer les expéditions en temps réel, peut-être que je pourrais changer quelque chose. C'était une idée ridicule pour quelqu'un sans argent, sans soutien et sans nom de famille qui ouvrait des portes. Mais je m'en fichais. J'avais déjà vécu de reste auparavant. Au moins, cette fois, la fin avait un but. J'ai trouvé 2 autres rêveurs, Matteo, un ingénieur cubano-américain qui dormait dans sa voiture entre 2 contrats, et June, une analyste de données avec un rire comme du verre brisé qui avait été mise à pied d'une plus grande entreprise. Nous avons installé nos bureaux dans un garage abandonné derrière une buanderie automatique. Le propriétaire nous a accordé un rabais parce qu'il supposait que nous échouerions rapidement. Pendant des mois, nous avons vécu comme des fantômes. Nous codions pendant la journée, livrions des plats à emporter la nuit et tenions des réunions dans le coin d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24 parce que c'était le seul endroit avec le Wi-Fi et des remplissages gratuits. J'ai appris à faire durer un sandwich de 5 $ pour 2 repas et à convaincre les investisseurs de rester 5 minutes de plus avant de raccrocher. Je me souviens d'une nuit en particulier, le chauffage brisé, notre souffle s'embuant dans l'air pendant que nous fixions l'écran lumineux d'un ordinateur portable, en regardant un tableau de bord en direct des itinéraires de livraison que nous avions réussi à simuler. Le système clignotait en vert. Matteo a poussé un cri si fort que la serveuse a laissé tomber son plateau. Pour la première fois, cela semblait réel, mais la réalité avait des factures. En moins de 6 mois, nos économies se sont évaporées. Nous étions à quelques jours de manquer au bail de location du petit bureau quand un courriel est arrivé d'une chaîne d'épicerie régionale qui desservait les régions rurales du Montana et du Wyoming. Ils perdaient des milliers de dollars chaque mois en raison de produits gâtés lors de longs trajets dans les Rocheuses. Ils voulaient tester notre système. Le contrat était petit, à peine suffisant pour couvrir le loyer et les ramènes, mais c'était une bouée de sauvetage. Je suis resté éveillé pendant 72 heures d'affilée à écrire le code, à construire des tableaux de bord de suivi et à configurer des alertes qui envoyaient des messages au conducteur si la température d'un camion dépassait le seuil. À la fin du test, leur gestionnaire a appelé et a dit, pour la première fois ce trimestre, rien ne s'est gâté.
Il a fait un virement le paiement cet après-midi-là. Ce seul projet pilote a tout changé. Le bouche-à-oreille s'est répandu dans les réseaux régionaux plus vite que nous ne pouvions le croire. Un hôpital rural de l'Idaho a communiqué avec nous ensuite, demandant si nous pouvions adapter notre système pour le transport d'organes entre les cliniques. Puis est venu un distributeur pharmaceutique du Nevada. En moins d'un an, nous avions acquis suffisamment de crédibilité pour attirer de vrais clients et, pour la première fois, de vrais employés. J'avais 24 ans, je dirigeais une entreprise avec 8 personnes, tout encore à moitié fauchées, mais fonctionnant à l'adrénaline. Nous l'avons appelé Northlink System, un nom qui sonnait plus grand que nous ne l'étions. Chaque matin, j'entrais dans notre minuscule bureau d'entrepôt et je me disais, tu as ta place ici. Peu importait que je n'ai toujours pas les moyens de m'offrir une assurance maladie ou que mes parents n'aient aucune idée de ce que je faisais. Chaque succès, chaque envoi sauvé, chaque itinéraire optimisé me donnait l'impression d'être une rébellion privée contre tous les Thanksgiving où j'avais été invisible. Puis la pandémie est arrivée, et le monde a basculé. Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Les hôpitaux ont crié à l'aide, et pour la première fois, tout le pays s'est soucié de la logistique. Notre plateforme, autrefois une curiosité, est soudainement devenue une nécessité. Nous avons travaillé jour et nuit à cartographier les itinéraires de distribution des masques, des gants et des réservoirs d'oxygène. J'ai à peine dormi. L'équipe mangeait des parts de pizza froide à ses bureaux, la lueur des écrans se reflétant dans des yeux creux. Mais lorsque nous avons vu ces premiers convois atteindre les hôpitaux à temps, lorsque les infirmières ont écrit pour dire « Votre système a sauvé des vies », quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois, je me suis senti non seulement utile, mais vu. En moins d'un an, Northlink est passé de 3 personnes dans un garage à plus de 50 employés répartis dans 5 États. Les médias ont commencé à nous appeler le système nerveux de la chaîne d'approvisionnement médical. Mon nom est apparu sur une liste Forbes 30 Under 30, et les investisseurs ont commencé à me courtiser au lieu de m'ignorer. Mais même au milieu de tout ce succès, je n'ai jamais appelé chez moi. Je n'ai pas envoyé l'article. Je ne leur ai pas parlé des interviews ni du tour de table. Je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. Ma mère dirait, c'est bien, chérie. As-tu entendu dire que Lena vient d'être promue associée principale, et tout l'air quitterait à nouveau la pièce. Au lieu de cela, j'ai continué à construire. Chaque fois qu'un client signait un nouveau contrat, je mettais la moitié de mes gains dans un compte séparé, un fonds silencieux pour quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. À l'âge de 30 ans, ce compte avait suffisamment grossi pour acheter le genre de liberté dont je ne faisais que rêvasser. Un soir, après une autre journée de 12 heures, je me suis assis seul dans mon bureau avec les lumières de la ville scintillant à travers les stores. L'équipe était rentrée chez elle, laissant derrière elle l'odeur du café et les faibles rires qui résonnaient encore dans les murs. J'ai ouvert le tableau de bord de l'entreprise, regardant les lignes clignotantes des camions sur la carte, des centaines d'itinéraires, tous en mouvement, tous connectés. Cela ressemblait à des veines palpitant de vie. Pendant un instant, j'ai repensé à ma famille. Au dîner froid et aux chaises vides, à la façon dont le silence remplissait autrefois chaque coin de cette maison. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais construit un réseau à partir de ce qu'ils avaient brisé. Ils m'ont donné de la distance, et je l'ai transformé en portée. Quelques semaines plus tard, lorsque l'offre d'acquisition est venue d'une entreprise de logistique Fortune 500, 120 millions de dollars, je n'ai pas célébré avec du champagne ou des dîners chics. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable, expiré et conduit jusqu'à la périphérie de la ville où la ligne d'horizon s'estompait dans les terres agricoles. Je me suis assise là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, traçant des constellations comme des itinéraires dans le ciel. Je n'avais plus besoin de leurs applaudissements. Je n'avais plus besoin de leur table. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un espace suffisamment calme pour contenir tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais perdu, un endroit où personne ne pourrait me dire que je n'avais pas ma place. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis autorisé à rêver de terres ouvertes, de terres sans limite où la neige d'hiver pouvait tomber sans jugement. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première nuit où White Valley Ranch a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. C'était la paix, et j'étais enfin assez riche pour l'acheter. Lorsque j'ai emprunté pour la première fois le chemin de terre étroit qui serpentait à travers White Valley, dans le Montana, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un autre monde. L'air était plus léger ici, plus vif, chaque respiration coupant net le bruit que je portais depuis des années. La terre se déployait à l'infini, une mosaïque de prairies dorées effleurées par le vent et l'ombre. À l'ouest,
des rangées de pins sombres grimpaient vers les sommets saupoudrés de neige de la chaîne Bridger. Le ciel semblait trop grand pour appartenir à qui que ce soit, le genre de ciel qui vous faisait réaliser à quel point tout le reste était petit et temporaire. Le ranch était situé au creux d'une vallée où le brouillard matinal se rassemblait comme de la soie. La maison elle-même était une structure tentaculaire revêtue de cèdre, ses larges fenêtres orientées à l'est pour capter le lever du soleil. Elle était abandonnée depuis des années lorsque je l'ai achetée, la poussière était si épaisse qu'on pouvait y écrire son nom, les volets pendaient de travers, l'odeur de fumée de bois était encore légèrement piégée dans les murs. Mais sous la négligence, elle se sentait vivante, attendant que quelqu'un l'écoute. J'ai parcouru chaque pièce vide en frottant les surfaces avec ma main, traçant des histoires qui n'avaient pas été racontées depuis longtemps. Les planches du plancher craquaient sous mes bottes comme si elles murmuraient « Tu y es arrivé. Ta maison ». La première pièce que j'ai restaurée était la cuisine. Elle était immense, avec un foyer ouvert et un four double encastré dans le mur de pierre. Je n'avais jamais eu une cuisine comme celle-là où l'on pouvait cuisiner tout en voyant le monde extérieur. J'ai remplacé les carreaux fissurés par de l'ardoise chaude, j'ai accroché des casseroles en cuivre qui captaient la lumière du matin et j'ai installé une longue table en chêne juste au centre. La table était le cœur de tout. Je l'avais fait faire sur mesure par un artisan local, poncé lisse, le grain du bois tourbillonnant comme les courants de la rivière. Pas de tête, pas de pied, pas de hiérarchie, juste une surface continue où chacun pouvait s'asseoir à égalité. Et il y avait une règle que j'ai décidée tôt, il n'y aurait pas de table pour enfants, pas de table d'angle, pas de siège à part. Si vous passiez ma porte, vous aviez votre place. J'ai passé des semaines à redonner vie à cet endroit. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, enveloppé dans un manteau de flanelle, et je préparais du café pendant que le givre se répandait sur les fenêtres. Je sortais sur le porche pour regarder le soleil grimper au-dessus de la crête, peignant les champs en or. Certains jours, des chevaux sauvages passaient le long de la clôture, leur souffle argenté dans l'air. J'ai appris le rythme de la terre, le craquement du sol gelé, le parfum du cèdre après la pluie, le silence qui bourdonnait comme un battement de cœur sous tout le reste. À la fin de l'automne, la maison n'était plus une ruine. Les murs brillaient d'une teinture fraîche, les cheminées brûlaient propres, et le garde-manger sentait le pain et la farine. J'avais construit une chambre froide sous la cuisine, ses étagères garnies de bocaux de légumes marinés, de sacs de farine et de suffisamment de café pour survivre à un siège. Lorsque je fermais la porte lourde, l'air devenait froid et immobile, me rappelant les entrepôts que j'avais l'habitude de cartographier. Sauf que cette fois, la logistique n'était pas axée sur le profit. Il s'agissait de préservation, de garder quelque chose de chaud en vie pendant le long hiver. Dehors, j'ai accroché des guirlandes de feuilles d'érable aux poutres du porche, leurs rouges profonds et leurs ocres flottant dans le vent. Ce n'étaient pas des décorations. C'étaient des promesses de remplir à nouveau cet endroit de vie, de transformer l'écho creux de la solitude en quelque chose de sacré. Chaque clou que je plantais, chaque bûche que j'empilais, chaque assiette que je posais sur cette table en chêne était un acte silencieux de défi contre les années que j'avais passées à attendre la permission d'appartenir. Je me souviens de la première nuit où j'ai dormi là seul. Le feu crépitait doucement, les ombres dansant le long des murs de cèdre. Je me suis assise à la table avec un repas simple pain, soupe et vin et j'ai écouté la tempête à l'extérieur. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, pas de verre qui tintait. Et pourtant, je me sentais entouré de quelque chose de plus grand qu'une compagnie. Peut-être que c'était la paix. Peut-être que c'étaient les fantômes de chaque Thanksgiving passé que j'avais manqué qui retrouvaient enfin le chemin du retour. Je me suis surprise à murmurer dans le silence, s'ils ne me font pas de place, je construirai moi-même toute la table. À partir de ce moment, le ranch est devenu plus qu'une propriété. C'est devenu une déclaration. Chaque espace avait une signification. La cuisine était la chaleur. Le porche était la réflexion. La longue table au centre était la justice. J'ai placé une seule chaise sculptée à la main à l'extrémité, non pas comme un trône, mais comme un symbole. Sur son dossier, j'ai gravé les mots, pour celui qui s'est senti invisible. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour tous ceux qui avaient été laissés debout dans une porte pendant que les rires continuaient sans eux. J'ai embauché des charpentiers locaux pour aider à restaurer la grange et à la transformer en salle commune. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire de tant d'espace, et j'ai souri en disant simplement, je le garde pour quelque chose d'important. La nuit, je m'y promenais avec une lanterne, les poutres brillant d'un ambre au-dessus de moi, et je pouvais déjà imaginer ce qu'elle pourrait devenir un refuge, un endroit où les histoires pourraient respirer à nouveau. Parfois,
des voisins de la ville la plus proche s'arrêtaient, curieux de connaître la femme qui avait acheté l'ancienne propriété de White Valley. Je les invitais à prendre un café, et nous nous asseyions près de la fenêtre pour parler de la météo, des récoltes et des longs hivers à venir. Ils m'ont dit que la vallée avait l'habitude d'organiser des repas partage il y a des décennies, lorsque les gens se réunissaient encore juste pour partager de la nourriture et de la chaleur. C'est calme depuis lors, a dit un vieil homme, trop calme. J'ai souri et j'ai dit, peut-être qu'il est temps de ramener ça. Evan, il y avait une paix dans le rythme de la reconstruction, couper du bois de chauffage, balayer la sciure de bois, entendre l'écho du marteau contre le clou. Mes mains, qui avaient autrefois tapé des chaînes de code sans fin, sentaient maintenant le cèdre et la résine. Je réapprenais à créer sans date limite, sans que personne ne regarde. Chaque jour se terminait de la même manière, moi assise sur les marches du porche, regardant le soleil se coucher dans la prairie, l'air devenant lavandé froid. Et pendant ces heures de calme, la douleur de toutes les années que j'avais passées à courir après l'approbation commençait à se dissiper. Un soir, alors que la première neige commençait à tomber, j'ai allumé chaque lanterne de la maison et j'ai marché de pièce en pièce. La lumière scintillait sur les poutres en bois, les tables, les bocaux de conserve, les assiettes simples empilées soigneusement dans les placards. La maison ne semblait plus vide. Elle se sentait prête, tout comme je l'avais été, pour le bon moment. Cette nuit-là, j'ai écrit une seule phrase sur le tableau noir de la cuisine, s'ils ne vous font pas de place, construisez votre propre table. Ce n'était pas l'amertume qui guidait ma main. C'était la compréhension. Cet endroit n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de récupération. Pendant des années, j'avais vécu petit pour que personne ne m'accuse de prendre trop de place. Mais ce ranch, avec sa longue table et ses portes ouvertes, était la preuve que j'en avais fini de m'excuser d'exister. Lorsque le vent s'est appuyé contre les fenêtres, j'ai attisé le feu plus haut et j'ai imaginé les rires qui rempliraient un jour ces murs. Pas des rires polis et répétés, mais le genre qui déborde et réchauffe tous ceux qui sont à portée. La table brillait dans la lumière du feu, assez large pour supporter le poids de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais trouvé. Dans le silence, j'ai levé mon verre vers les chaises vides et j'ai murmuré, à ceux qui n'ont jamais eu de place. Cette table est pour vous. Oh, le texto de mon père avait été bref, 8 mots qui tenaient parfaitement sur une seule ligne, Thanksgiving est complet. Peut-être l'année prochaine. Au début, je l'ai relu 2 fois, pensant qu'il devait y avoir une phrase manquante, un suivi, quelque chose de doux pour amortir le coup. Mais non, c'était tout. Froid, factuel, définitif. Le genre de message que vous envoyez lorsque vous voulez fermer une porte sans avoir l'air insensible. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, la lumière scintillant contre le reflet de la fenêtre du ranch, la neige tombant juste derrière la vitre. Puis j'ai répondu par un seul mot, pas de souci. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir ressentir quoi que ce soit. Mais la vérité était que les mots se sont installés dans ma poitrine comme du givre. Le lendemain matin, alors que j'étais assise avec mon café sur le porche, regardant le brouillard s'enrouler à travers les pins, quelque chose en moi a commencé à remettre cela en question. Complet ? Complet avec qui exactement ? Nous n'avions pas une famille nombreuse. Même en comptant les tantes et les cousins, Thanksgiving n'avait jamais eu besoin d'une liste d'attente. J'ai essayé de me dire que peut-être qu'il faisait les choses en petit, que ce n'était pas personnel, mais la douleur de la familiarité disait le contraire. Je connaissais trop bien le schéma, simplifier la liste des invités, me laisser de côté, justifier cela plus tard. J'ai fait défiler mon téléphone, planant sur le nom de mon jeune frère, Ethan. Il n'était pas cruel, juste complaisant, toujours trop désireux de plaire aux gens qui avaient fait de lui leur deuxième favori. Il était le juste milieu entre doré et oublié, bien qu'il se penche fortement vers sa lumière. J'ai appuyé sur appel. Il a décroché après 3 sonneries, sa voix trop désinvolte, comme s'il s'y attendait. « Salut Frangine, tout va bien ? » ?»« Oui, ai-je menti ? Je voulais juste vérifier. »« Vous n'avez vraiment pas Thanksgiving cette année ? » Papa a dit que c'était complet. Le silence s'est étiré sur la ligne pendant un moment. Puis un doux soupir s'est fait entendre. « Oh, il a dit ça ? » ?»« Oui, il l'a dit. » Ethan a expiré à nouveau, plus lentement cette fois. « Eh bien, ils le font, juste plus petit, tu sais, pour que ce soit simple. La famille de Lena vient de Seattle, donc c'est surtout eux plus la sœur de maman et quelques amis de Lena. Donc, c'est complet, ai-je dit catégoriquement. Il a hésité. Je suppose que c'est une façon de le dire.
Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le son du vent du Montana a rempli le silence, un hurlement bas se pressant contre le haut-parleur du téléphone. Et tante June? Grand-maman? Elles ne sont pas invitées non plus, a admis Ethan. Papa a dit qu'il y aurait trop de monde. Il a fait une pause. Je pense qu'il laisse un peu Lena gérer la liste des invités cette année. Tu sais comment c'est. Je le savais. Je savais comment c'était depuis que j'étais assez grande pour compter les chaises autour de la table à manger. Merci d'être honnête, ai-je dit doucement. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas rendre les choses gênantes. Amelia, a-t-il commencé, mais j'ai mis fin à l'appel. Je ne voulais pas de pitié, pas même de lui. Je suis restée assise là pendant longtemps, à regarder les collines enneigées au-delà de la ligne de clôture. Le ciel était gris pâle, le genre qui paraissait presque blanc jusqu'à ce que le soleil perce. Cela m'a rappelé tous les Thanksgiving passés à la table pliante dans le coin, le siège de débordement, pendant que ma sœur découpait la dinde sous la lueur des lustres, et que tout le monde portait un toast à son dernier succès. Cette douleur m'avait autrefois creusé. Mais maintenant, dans cette vaste terre tranquille, la douleur ne résonnait pas. Elle s'est transformée. J'ai réalisé quelque chose dans ce calme. Je n'avais plus besoin de me battre pour une place. Je possédais la table. J'ai sorti mon cahier et je l'ai tourné à une page blanche. En haut, j'ai écrit une ligne, Thanksgiving à White Valley Ranch, table ouverte. Puis en dessous en plus petites lettres, objectif, nourrir 200 personnes. Pas des invités, pas de la famille, des personnes. Tous ceux qui avaient besoin de chaleur, de nourriture ou d'un rappel qu'ils comptaient encore. Je remplirai cette vallée de rire et d'assiettes qui teintent, de musique et de gratitude. Je leur donnerai le Thanksgiving que je n'ai jamais eu, le genre qui voit tout le monde. En quelques heures, j'étais au téléphone. Le premier appel a été adressé au shérif Collins, l'officier local qui m'avait aidé une fois lorsque ma clôture s'était effondrée lors d'une tempête. Shérif, j'organise un dîner ouvert à mon ranch ce Thanksgiving pour tous ceux qui n'ont pas d'endroit où aller. Je vais tout couvrir: nourriture, transport, personnel, fourniture. Il y a eu une pause avant qu'il ne dise « Vous êtes sérieuse complètement ?» Sa voix s'est adoucie. Je connais plus de gens qui auraient besoin de ça que vous ne pouvez l'imaginer. Je vais faire passer le mot. Parfait. Ensuite, j'ai appelé l'église communautaire de la ville. La pasteur Ruth a répondu, sa voix chaleureuse et usée comme du vieux cuir. Quand je lui ai dit mon plan, elle s'est tue, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait me dire que c'était impossible. Mais ensuite, elle a ri doucement. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Je priais pour quelque chose comme ça. Je l'annoncerai ce dimanche. Après cela, il y a eu la banque alimentaire, la section des anciens combattants, l'hôpital local, et même la petite station de radio qui diffusait dans la vallée. J'ai dit à chacun d'eux la même chose: si vous connaissez quelqu'un, n'importe qui a besoin d'un repas, envoyez-le ici. Pas de questions. Pas de jugement, amenez-les simplement. Les réponses ont été immédiates et bouleversantes. Le directeur de l'hôpital a proposé de faire don des produits excédentaires. La banque alimentaire a dit qu'elle enverrait des bénévoles. Même le restaurant routier sur la route 89 a rappelé en disant que quelques chauffeurs voulaient prêter leurs mains pour installer les tables. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table en chêne avec le téléphone qui vibrait encore à côté de moi, une spirale d'excitation et de peur se tordant dans ma poitrine. La neige s'était épaissie à l'extérieur, recouvrant la vallée de silence. Je pouvais presque entendre la voix de mon père d'il y a des années me disant de faire les choses en petit, de ne pas faire de scène. Mais ce n'était pas une scène. C'était une déclaration. S'il voulait petit, je construirais grand. S'il voulait l'exclusion, je construirais l'inclusion. Et si leur table était pleine, alors la mienne aurait de la place pour tout le monde. En soufflant la bougie ce soir-là, une étrange paix s'est installée sur moi. Pas le genre né du pardon, mais de la clarté. Je ne les attendais plus. J'en avais fini de mesurer ma valeur par rapport à leur chaise vide. Cette année, Thanksgiving ne consisterait pas à être laissé de côté. Il s'agirait de laisser entrer tout le monde. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil dans le genre de silence qui n'existe que dans les Highlands du Montana. Un calme si pur qu'il vous fait peur de respirer trop fort. La neige avait cessé pendant la nuit, laissant le monde à l'extérieur du ranch recouvert d'un blanc immaculé. Mais à l'intérieur, la journée s'animait déjà. Mon plan n'était plus une idée griffonnée dans un cahier.
Il se réalisait, et il se réalisait maintenant. À 6 heures du matin, les lumières de la cuisine brillaient comme le cœur d'un navire. Le son des casseroles qui s'entrechoquent, des couteaux qui tranchent et des rires qui rebondissent sur les murs de cèdre remplissait l'air. Je m'attendais à peut-être une poignée de bénévoles, mais à l'aube, plus de 20 personnes étaient arrivées. Il y avait Margaret, la chef à la retraite de Bosemont qui avait l'habitude de faire de la restauration pour les mariages en montagne, maintenant elle déroulait des croûtes à tarte avec une main ferme. Tom, un rancher local dont le bétail paissait 2 vallées plus loin, est venu avec ses fils adolescents et une camionnette pleine de bois de chauffage et de pommes de terre. Elena, une étudiante en soins infirmiers, s'est présentée directement après son quart de nuit, toujours en blouse, les cheveux attachés, les yeux fatigués mais brillants. Je ne pouvais pas manquer ça, a-t-elle dit simplement en attrapant un tablier. Nous avons divisé le travail comme un orchestre qui s'accorde avant une symphonie. Margaret et moi avons pris en charge le plat principal, 8 dindes, chacune farcie d'herbes, d'ail et de citron, ficelées soigneusement, et glissées dans les fours doubles qui remplissaient la cuisine de l'odeur de romarin et de beurre. Les fours rugissaient doucement comme des bêtes chaudes qui se réveillent. Sur le long comptoir, nous avons pelé et écrasé 60 lbs de pommes de terre, leur vapeur embuant les fenêtres. Quelqu'un a fouetté la sauce dans une casserole en cuivre géante, tandis qu'un groupe de lycéens s'attaquait aux casseroles de haricots verts et à la gelée de canneberge, riant chaque fois que quelque chose se renversait. J'ai entendu quelqu'un dire « on se sent comme à la maison », et j'ai presque dû m'éloigner pendant une seconde. La chambre froide, que j'avais stockée des semaines plus tôt, s'est transformée en un centre de commandement de générosité. Les dons ont commencé à arriver plus vite que je ne l'avais imaginé, des caisses de carottes, des sacs d'oignons, des sacs de farine, et même des dindes supplémentaires d'une ferme voisine. La porte s'ouvrait constamment alors que les bénévoles transportaient des boîtes à l'intérieur et à l'extérieur, tamponnant la neige de leurs bottes. La boulangerie locale a déposé des dizaines de miches de pain, encore chaudes, et un chauffeur de camion de Billings est arrivé avec une glacière pleine de lait frais, disant « Je me suis dit que quelqu'un pourrait en avoir plus besoin que moi cette semaine. » Je me suis tenu là au milieu de tout cela, le chaos, la chaleur, le parfum de cannelle et d'herbes grillées, et j'ai réalisé à quel point c'était étrange de faire enfin partie d'une famille, même si celle-ci avait été entièrement construite à partir d'étrangers. À midi, nous avions 40 tartes à la citrouille alignées le long du comptoir comme des soleils oranges, leurs croûtes dorées s'écaillant sous le contact de l'air. Dans le coin, 2 bénévoles faisaient mijoter du cidre de pomme avec des clous de girofle et des bâtons de cannelle, l'arôme tourbillonnant à travers chaque porte. Le ranch, autrefois calme et solennel, était devenu vivant, chaque pièce vibrant de mouvement et de rire. Je me suis assuré que la cuisine restait ouverte à tous. Pas de porte fermée, pas de rideau tiré. De la grande salle, on pouvait voir les bénévoles cuisiner, leurs mains bougeant rapidement, les manches retroussées, les visages rouges de chaleur. Je voulais que ce soit ainsi. Je voulais que tous ceux qui venaient plus tard voient les gens qui avaient préparé le repas, pour comprendre que la chaleur dans leur assiette venait des mains et des cœurs, pas de la charité. Dans la grande salle, j'ai commencé à installer l'espace de restauration. La longue table en chêne, poncée et polie, s'étendait à travers la pièce comme une rivière en bois. Elle pouvait accueillir une centaine de personnes, mais j'ai commandé 2 tables supplémentaires à apporter de la grange, formant une étendue continue de surface connectée. Pas de séparation, pas de table plus petite cachée. J'en avais assez appris de ma propre vie pour savoir à quel point il était douloureux d'être placé ailleurs. Ici, tout le monde s'assiérait côte à côte. Nous avons disposé des chemins de table faits de jute et de feuilles d'érable séchées. Au centre, j'ai disposé des lanternes en verre avec des bougies scintillantes et de petites citrouilles offertes par une ferme voisine. Les murs étaient drapés de guirlandes faites à la main, des feuilles rouges, ambrées et dorées attachées avec de la ficelle par des enfants de l'école locale. Près de la cheminée, j'ai placé une grande planche de bois avec les mots « De quoi êtes-vous reconnaissant ?» gravés sur sa surface. J'ai laissé un panier de feuilles de papier et de crayons en dessous afin que les invités puissent écrire quelque chose, n'importe quoi, et l'épingler. Sur une table plus petite près de l'entrée, j'ai disposé des cadeaux, des boîtes de chaussettes de laine, des chapeaux tricotés, des foulards et des gants collectés auprès des voisins. Chaque article était attaché avec une simple étiquette qui disait « Prenez-en un. L'hiver est meilleur quand on a chaud ensemble ». À côté du panier se trouvaient des cartes de carburant, des couvertures et un petit bocal étiqueté « Fonds pour le café pour les chauffeurs ». Les gens continuaient d'en ajouter, glissant des billets à l'intérieur discrètement quand ils pensaient que personne ne regardait. La musique a commencé à remplir la salle. Ellie, un guitariste local, avait amené sa fille qui jouait du violon.
Ils se sont accordés doucement au début, puis ont commencé à jouer un vieil hymne country qui s'est fondu dans quelque chose de plus léger, une mélodie qui s'enroulait autour de la vaisselle qui s'entrechoquait et du bourdonnement bas des conversations. Le son du violon montait et descendait, résonnant comme des rires portés par le vent. Les enfants qui étaient venus avec leurs parents de la ville se sont assis sur le tapis près du feu, coloriant des feuilles d'érable coupées dans du papier, leurs crayons roulant sur le sol. Et puis est venu le symbole qui comptait le plus. Juste à côté de la cheminée, où la chaleur atteignait tout le monde, j'ai placé une seule chaise. Elle n'était pas sophistiquée, juste un vieux fauteuil en bois que j'avais trouvé dans la grange, nettoyé et poncé lisse. Au fond, j'avais gravé une phrase de ma propre main pour celui qui se sentait invisible. Je ne l'ai expliqué à personne, mais les bénévoles semblaient comprendre. Ils y jetaient un coup d'œil, acquiesçaient silencieusement et laissaient la chaise vide. Elle se tenait là comme un rappel qu'il y avait toujours une place ici pour ceux qui n'en avaient pas. Au fil de la journée, le ranch s'est transformé en quelque chose de presque cinématographique. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et régulière, recouvrant les poteaux de la clôture, les pins et la longue allée menant au porche. À l'intérieur, le feu flambait haut et chaque surface brillait de l'ambre de la lumière des bougies et de la dinde rôtie. Les gens se déplaçaient gracieusement les uns autour des autres, portant des plateaux, versant du cidre, ajustant les décorations. L'énergie était contagieuse, une sorte de joie tranquille née du fait de faire quelque chose de bien ensemble. Vers 15 heures, je suis sorti prendre l'air. L'air était suffisamment froid pour piquer, mais cela ne me dérangeait pas. Depuis le porche, je pouvais voir la fumée s'échapper des cheminées, les fenêtres brillant d'or contre le ciel gris. La neige crissait sous mes bottes alors que je regardais la vallée. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul à Thanksgiving. Je me sentais ancré, attaché à quelque chose de plus grand que la douleur. Quand je suis rentré à l'intérieur, Margaret se tenait près du four, s'essuyant le front. « Tout est presque prêt », a-t-elle dit. « Tu ferais mieux de te changer bientôt. On dirait que tu as couru un marathon. » J'ai ri. On dirait bien. En vérité, je ne me souciais pas de l'apparence. Mes cheveux sentaient le beurre et la fumée, et mes manches étaient saupoudrées de farine, mais je ne m'étais jamais senti plus moi-même. Autour de moi, les voix se chevauchaient, les gens donnant des instructions, les rires perçants comme des éclats de soleil. Un garçon d'environ 8 ans est venu vers moi, tenant un minuscule bout de papier. « Est-ce que je peux épingler ça ?» a-t-il demandé, en montrant le tableau de gratitude. « Bien sûr », ai-je dit, en m'agenouillant pour l'aider. Il l'a collé près du haut, lissant le papier de sa petite main. D'une écriture tremblante, on pouvait lire « Je suis reconnaissant que quelqu'un se soit souvenu de moi ». Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et reculé, laissant la chaleur dans ma poitrine se répandre lentement vers l'extérieur jusqu'à faire mal. À 17 heures, la nourriture était prête, la table mise et le hall rempli de lumière. Les invités n'étaient même pas encore arrivés, mais le ranch se sentait déjà vivant, un cœur vivant et respirant battant contre le froid de l'hiver. Je me suis tenu près de la porte, l'odeur de la sauge et de la dinde rôtie épaisse dans l'air, et j'ai murmuré doucement pour moi-même. Ils ont dit que Thanksgiving était plein. Je suppose qu'ils avaient raison. C'est plein, mais pas comme ils l'entendaient. Ce moment m'a fait rire doucement, mais ma gorge s'est serrée tout de même. Pendant des années, j'avais voulu être vu, être reconnu. Mais en me tenant là, entouré du bruit des préparatifs, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais plus besoin de leur regard. L'amour que j'avais cherché n'était pas enfermé dans une table inaccessible à Portland. Il était juste là dans la vapeur de la purée de pommes de terre, dans le bourdonnement des bénévoles riant à cause de la sauce renversée, dans les accords doux d'un violon résonnant sous les chevrons. Et en regardant tout le monde bouger, travailler, donner, j'ai pensé, voilà ce que la famille est censée ressentir. Vers 17h30, les premiers phares ont commencé à serpenter le long de la longue allée, des rayons dorés tranchant la neige qui tombait. Je me suis tenu près de la porte d'entrée, le cœur battant, les mains sentant encore le romarin et la farine. Le ciel était déjà devenu indigo, l'air suffisamment vif pour que chaque expiration scintille en blanc. Derrière moi, la longue table en chêne s'étendait à travers la grande salle comme une rivière de lumière, des bougies vacillant, des plats fumants, des rires s'élevant déjà des bénévoles qui étaient encore en train d'ajuster les chaises et de verser du cidre. Et puis la porte s'est ouverte. Le premier invité était un homme âgé portant une veste de l'armée usée, sa barbe grisonnante, ses pas lents mais réguliers. Il a hésité à la porte, enlevant la neige de ses bottes, les yeux grands ouverts comme s'il était entré dans quelque chose de sacré.
Suis-je au bon endroit, a-t-il demandé doucement. Vous y êtes, ai-je dit. Bienvenue chez vous. Il a cligné des yeux rapidement, a dégluti, puis a acquiescé. Derrière lui, il y en avait d'autres, une jeune mère serrant un bambin enveloppé dans une couverture, 2 infirmières encore en blouse, un camionneur aux joues brûlées par le vent, un couple dans la soixantaine se tenant la main et un groupe d'ouvriers de ranch qui avaient l'air de ne pas avoir mangé un repas fait maison depuis des semaines. Il continuait d'arriver, des dizaines de visages, certains souriant timidement, d'autres ne sachant pas s'ils avaient vraiment leur place ici. Et chacun, en franchissant le seuil, semblait se débarrasser de quelque chose de lourd. À 18 heures, la salle était pleine, 200 personnes. Le bruit était doux au début, le son des manteaux que l'on accrochait, des chaises qui grattaient, des présentations murmurées, puis il a commencé à augmenter. Un bourdonnement sourd de voix a rempli l'espace comme la chaleur revenant dans une maison gelée. Le groupe dans le coin a frappé la première note, le violon dansant doucement au-dessus du crépitement du feu. J'ai marché entre les tables, saluant les gens, remplissant les verres, m'assurant qu'aucune assiette ne restait vide. Partout où je regardais, il y avait des visages, certains ridés par l'âge, certains jeunes et nerveux, certains illuminés par le soulagement. La nourriture a disparu rapidement, mais cela n'avait pas d'importance. Chaque fois qu'un plateau se vidait, quelqu'un apparaissait avec d'autres plats. Le vétéran, le premier homme qui était entré, était assis près du centre de la longue table. Il s'appelait Frank, et il se tenait avec cette dignité tranquille que l'on voit chez les personnes qui ont trop vécu. Quand je me suis arrêté pour prendre de ses nouvelles, il a souri faiblement, ses mains enveloppées autour d'une tasse de cidre. Vous savez, a-t-il dit, sa voix rauque. C'est la première fois en 10 ans que je passe Thanksgiving avec quelqu'un. La table s'est tue autour de lui. La musique s'est adoucie. Les fourchettes se sont figées en l'air. 10 ans, ai-je répété. Il a acquiescé, regardant son assiette. Ma femme est décédée en 2013. Après ça, les fêtes. Elles ont juste cessé de signifier grand-chose. J'avais l'habitude d'acheter un dîner surgelé, de le réchauffer, de m'asseoir devant la télé. Mais ce soir, il s'est arrêté, s'éclaircissant la gorge. Ce soir, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé pour un moment. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis quelqu'un à l'extrémité a commencé à applaudir, lentement, délibérément, sincèrement. Cela s'est propagé comme une traînée de poudre. En quelques instants, toute la salle a éclaté en applaudissements. Frank a essayé de les repousser, les joues rouges, mais il n'a pas pu cacher les larmes qui ont attrapé la lumière des bougies. « N'applaudissez pas pour moi », a-t-il dit avec un sourire larmoyant. « Applaudissez pour elle. Elle adorerait cet endroit. » Et juste comme ça, le son s'est transformé en rire, le genre qui remplit une pièce de quelque chose de plus que du bruit. On avait l'impression que chaque cicatrice dans l'air s'était adoucie. Je suis resté là figé au milieu de tout ça, réalisant qu'en cours de route, mon ranch était devenu un organisme vivant et respirant. Chaque voix, chaque visage, chaque bouchée était la preuve que quelque chose de brisé pouvait encore nourrir la joie. Quelqu'un a commencé à faire circuler des bouts de papier du tableau de gratitude, en les lisant à voix haute. Je suis reconnaissant pour les secondes chances. Je suis reconnaissant que quelqu'un m'ait remarqué. Je suis reconnaissant de ne pas manger seul cette année. Chacun a provoqué des murmures, des hochements de tête et même quelques larmes. J'ai surpris Margaret en train d'essuyer ses yeux avec son tablier, marmonnant, « Ne faites pas attention, ce sont juste les oignons », mais tout le monde savait que ce n'était pas les oignons. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les musiciens sont passés à des airs plus entraînants, Take Me Home, Country Road, suivi d'une vieille chanson folklorique sur le retour à la maison pour les vacances. Les gens ont commencé à chanter, hésitant au début, puis plus fort, plus librement. Un enfant est monté sur sa chaise et a commencé à applaudir. Une infirmière a posé son assiette pour danser avec une petite fille portant des moufles rouges. 2 camionneurs ont essayé d'harmoniser et ont échoué si spectaculairement que tout le monde a éclaté de rire. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas chorégraphié, mais c'était réel. À un moment donné, je suis sorti prendre l'air. Le son de la musique et des rires s'est répandu dans la nuit glaciale, résonnant dans la vallée comme un battement de cœur. Depuis le porche, je pouvais voir la lueur des fenêtres, chaude contre la neige. À l'intérieur, des silhouettes bougeaient. Des gens s'embrassaient, mangeaient, chantaient. Pendant des années, j'avais regardé des maisons comme ça et je m'étais demandé ce que ça faisait d'appartenir à l'intérieur. Maintenant je le savais.
Quand je suis rentré, la salle avait encore changé. Quelqu'un avait sorti son téléphone pour prendre une photo de groupe. Le genre où tout le monde se sert maladroitement, certains riant à moitié, d'autres pris en pleine bouchée. « Allez, tout le monde » a crié Elena. « Montrons au monde à quoi ressemble une famille. » Je me suis tenu au milieu, entouré de visages que je ne connaissais pas, mais que j'aimais en quelque sorte. Au moment où l'appareil photo a cliqué, quelqu'un a crié « Attendez, encore une !» Puis un autre. Bientôt, les gens prenaient des photos de tout, les enfants coloriant près du feu, les anciens combattants partageant une tarte, les longues tables couvertes d'assiettes vides et de miettes. Quelqu'un a identifié l'église locale et le bureau du shérif. Quelqu'un d'autre a identifié la station de radio, et en quelques heures, les images ont commencé à se répandre en ligne. À minuit, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Facebook explosait. Des photos du ranch brillaient sur les chronologies à travers le Montana. Les longues tables sous les guirlandes lumineuses. La bannière qui disait « Tout le monde a une place ». La chaise près de la cheminée avec ces mots gravés à la main, pour celui qui se sentait invisible. Les commentaires affluaient par centaines. La foi en l'humanité est rétablie. J'aurais aimé être là. Voilà à quoi devrait ressembler Thanksgiving. Une vidéo prise par une infirmière montrait Frank levant son verre alors que tout le monde l'applaudissait. La légende disait, disant seul, pas ce soir. Ce clip à lui seul a été partagé des milliers de fois. Les nouvelles locales l'ont repris le matin. Et alors que j'aurais dû me sentir dépassé, tout ce que je ressentais était l'immobilité, celle qui vient quand on expire enfin après avoir retenu son souffle pendant des années. Plus tard dans la nuit, après le départ des derniers invités et le début du nettoyage par les bénévoles, je me suis retrouvé près de la cheminée. La chaise, celle gravée de ces mots, était vide, la lumière du feu se reflétant sur ses accoudoirs lisses. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur le bois et j'ai murmuré, « On dirait qu'ils t'ont trouvé. » Une voix douce a parlé derrière moi. C'était la pasteur Ruth, la même femme qui avait répondu à mon appel quelques jours plus tôt. Ses cheveux blancs brillaient d'or à la lumière du feu, ses yeux gentils, mais perçants, le genre qui voit à travers le simulacre directement dans l'âme. Elle a posé une main sur mon épaule. « Amélia » a-t-elle dit doucement. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait ce soir ?» J'ai souri faiblement. « Juste préparer un grand repas. » Elle a secoué la tête. « Non, tu as donné aux gens quelque chose qu'ils avaient oublié. Tu leur as donné un endroit où appartenir. Tu leur as donné un vrai Thanksgiving. » Sa voix s'est adoucie. Tout le monde n'a pas la chance de guérir les autres tout en se guérissant soi-même. Mais toi, tu l'as fait. Je ne pouvais pas parler. Pendant des années, j'ai rêvé d'entendre des mots comme ça. Pas de ma mère, pas de mon père, mais de quelqu'un qui me voyait vraiment. Et maintenant, ils étaient venus, simples et sans fioriture, des lèvres d'une femme qui me connaissait à peine, mais qui comprenait tout en quelque sorte. La pasteur Ruth a serré mon épaule une fois de plus avant de s'éloigner. Je suis resté là seul pendant longtemps, regardant le feu se transformer en braise. Des rires persistaient dans l'air derrière moi, faibles mais réels. Le genre de son qui s'enfouit profondément dans la mémoire. J'ai pensé à ma famille, puis au texto, peut-être l'année prochaine. Je me suis demandé s'ils étaient assis autour d'une table polie quelque part, souriant pour des photos qui semblaient déjà vides. Je me suis demandé s'ils pouvaient entendre à quoi ressemblait la vraie chaleur. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, mon cœur était plein. Et pour la première fois de ma vie, je n'enviais la place de personne. J'avais construit la mienne et je l'avais remplie du monde. Au matin, le ranch était enveloppé dans le doux silence qui suit la joie, le genre de silence qui bourdonne, pas qui se vide. Le feu avait brûlé jusqu'à ne laisser que des braises incandescentes. La longue table en chêne était un champ de bataille de miettes et de cire de bougies, et le parfum de la sauge, du beurre et de la cannelle persistait encore dans l'air. Dehors, la neige s'était épaissie pendant la nuit, effaçant toutes les traces de la veille, comme si la vallée elle-même voulait garder le souvenir intact. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de café, toujours dans la même chemise de flanelle que la nuit dernière, regardant la lumière pâle se répandre sur l'horizon. Pendant un instant, je me suis permis de me sentir en paix. Une vraie paix, celle qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais cela n'a pas duré longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer sur la table. Une fois, deux fois, puis encore, plus vite, un flot de notifications. Au début,
j'ai pensé qu'il s'agissait d'autres messages Facebook à propos du dîner, une autre série d'inconnus me remerciant pour les photos ou me demandant comment faire du bénévolat l'année prochaine. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'identification de l'appelant, ma poitrine s'est serrée. Papa, maman, Léna. L'un après l'autre, leurs noms clignotaient sur l'écran comme des alarmes. J'ai ignoré les premiers. Puis un texto est arrivé de papa, « Qu'est-ce que tu as fait, Amélia ? Toute la ville parle de ton coup de pub. » Un autre a suivi de maman, « Tu nous as embarrassés. Tout le monde pense que tu attaques la famille. » Même le pasteur l'a mentionné pendant le service. Et puis Léna, tranchante comme une lame waouh. Elle ne pouvait pas juste rester silencieuse, n'est-ce pas? Il fallait que ce soit encore à propos de toi, comme d'habitude. Je fixais l'écran, les mots dansant un instant avant de se poser, créant quelque chose d'étrangement distant. C'était presque drôle, toutes ces années que j'avais passées à aspirer à être vu. Et maintenant qu'il me remarquait enfin, c'était uniquement parce que le monde entier l'avait fait. Le téléphone sonna à nouveau. Papa cette fois. Je le laissai sonner une fois avant de répondre, en le mettant sur haut-parleur et en le posant sur la table. Sa voix éclata immédiatement. « Amélia, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu nous as rendus ridicules. Tout le monde en ville a vu ces photos, les journaux, la page de l'église, la radio locale. Ils pensent qu'on t'a mise à la porte, qu'on a abandonné notre propre fille. » Je pris une gorgée de mon café et regardai par la fenêtre, la neige tombant paresseusement à travers la vallée. « N'est-ce pas ce que vous avez fait ?» dis-je doucement. Il y eut une inspiration brusque au bout du fil. Ce n'est pas juste, coupa la voix de maman. On voulait juste une Thanksgiving simple, juste la famille proche. Tu sais à quel point les choses peuvent devenir compliquées. Je l'interrompis avant qu'elle ne puisse finir. Famille proche, répétai-je. Tu veux dire Léna, son mari, ses amis et ton groupe de l'église. Ce n'est pas petit. C'est sélectif. Le ton de papa se durcit. Tu déformes la réalité. Tu le fais toujours. On essayait d'éviter le stress cette année. On pensait que tu étais occupé de toute façon. On ne savait pas que tu allais nourrir 200 inconnus, dis-je. Non, vous ne le saviez pas. Le silence qui suivit était suffisamment épais pour être ressenti. Je le laissai s'installer avant de parler à nouveau, ma voix calme, égale. Vous m'avez dit que Thanksgiving était complet, alors je l'ai rempli. La voix de maman se brisa, partagée entre la culpabilité et l'irritation. Tu donnes l'impression que nous sommes les méchants, Amélia. Les gens pensent que nous sommes de terribles parents. Je souris faiblement, bien que personne ne puisse le voir. Maman, je n'ai pas dit un mot sur vous. Pas un seul. Les gens ont juste vu de la gentillesse et ont fait leur propre comparaison. De l'autre côté, la voix de Léna perça soudainement, tranchante, sur la défensive. C'est pathétique, Amélia. Tu as toujours dû transformer chaque chose en une représentation. Un ranch? 100 personnes? Qui fait ça? C'est désespéré. Je me penchai en arrière, la chaise grinçant doucement sous moi. Non, Léna, dis-je d'un ton égal. C'est Thanksgiving. Tu te souviens de cette fête, n'est-ce pas? Celle qui parle de donner. Son ricanement était audible. Ne fais pas la sainte. Tu as fait ça pour te montrer, pour nous faire mal paraître. Avant que je puisse répondre, une autre voix rejoignit la ligne, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, Tante June. D'une manière ou d'une autre, elle avait été incluse dans l'appel peut-être par accident, peut-être exprès. Son ton était bas mais stable, chaque mot frappant avec le genre de force tranquille qui fait que tous les autres s'arrêtent de parler. Assez, dit-elle. Vous avez passé des années à placer un enfant sur un piédestal et à faire semblant que l'autre allait bien en étant invisible. Maintenant que le monde l'a enfin vu, vous êtes en colère parce que ce n'était pas selon vos conditions. June, ce n'est pas ta place, commença maman. Mais tante June ne la laissa pas finir. C'est devenu ma place au moment où vous avez rendu la table de plus en plus petite jusqu'à ce que la moitié de cette famille n'ait plus où s'asseoir, dit-elle. Pendant des années, je vous ai regardé dire à Amélia d'être reconnaissante pour des miettes d'attention pendant que vous organisiez des banquets en l'honneur de Léna. Et maintenant, elle a construit sa propre table, non seulement pour elle-même, mais pour les autres, et vous êtes contrarié parce que cela fait que votre silence est assourdissant. Personne ne parla. Même Léna, habituellement prête à répliquer, resta silencieuse. Le seul bruit était le léger crépitement du feu dans mon poêle.
Tante June continua, sa voix s'adoucissant mais ne perdant jamais son tranchant. Savez-vous ce que j'ai vu quand ces photos sont apparues dans mon fil d'actualité? J'ai vu de la lumière, de la chaleur, des rires. J'ai vu des gens qui n'avaient rien reprendre vie. Et j'ai pensé, enfin. Enfin, quelqu'un dans cette famille s'est souvenu de ce que Thanksgiving est censé signifier. Papa exhala, sa voix tremblant de colère contenue. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons, June. Les gens parlent. Ils parlaient bien avant cela, dit-elle sèchement. Ils ont parlé quand vous avez oublié d'inviter votre propre mère à Noël dernier. Ils ont parlé quand Amelia a obtenu son diplôme et que vous êtes parti tôt pour assister au dîner de remise des prix de l'ENA. Vous avez passé votre vie à gérer les apparences alors qu'elle a construit de la substance. Et maintenant que cette substance brille plus fort que votre décorum, vous ne le supportez pas. Ces mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être celle qui se défendait. Je restais juste assise là, laissant sa vérité faire ce que la mienne n'avait jamais pu faire, percer le bruit. Finalement, dis-je doucement, papa, maman, vous m'avez dit que Thanksgiving était complet, et il l'était. C'est juste que cette année, il était rempli des bonnes personnes. Papa essaya de parler à nouveau, mais sa voix vacilla. Vous nous avez fait paraître humains, proposai-je. Imparfait? Peut-être que c'est ce dont nous avions besoin. Un autre long silence. Puis la ligne se coupa. Je fixai le téléphone pendant quelques secondes, attendant que la douleur familière de la culpabilité s'installe, cet ancien instinct qui me faisait m'excuser d'exister. Mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose qui ressemblait à la paix. Quand j'ai vérifié Facebook plus tard dans l'après-midi, la publication était devenue virale au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les gens taguaient le ranch dans leurs stories, écrivant des légendes comme « Si votre maison n'a pas de place, le Montana en a à Thanksgiving comme il se doit ». Fin de citation. La preuve que la famille n'est pas le sang, c'est qui se présente. Sous une photo, quelqu'un avait commenté « Ses parents doivent être si fiers ». Je n'ai pas répondu. Certaines histoires n'avaient pas besoin d'être corrigées. La vérité était déjà claire dans la chaleur de cette photo, la longue table éclairée par la lumière du feu, le vieux vétéran souriant, la chaise sculptée près du foyer toujours vide, mais jamais solitaire. Pour une fois, je n'avais pas besoin de m'expliquer. Le monde avait déjà compris. Les appels s'arrêtèrent après cette nuit. Plus de messages de colère, plus d'explications tièdes, juste le silence large et propre comme la neige qui recouvrait la vallée le lendemain matin. Je le laissais ainsi. Je n'avais plus rien à défendre. Ce qui était fait avait déjà parlé plus fort que n'importe quelle dispute ne pouvait le faire. En quelques jours, les conséquences de ce dîner se sont propagées bien au-delà du Montana. Ma boîte de réception s'est remplie de messages, des centaines. Des camionneurs ont écrit pour dire qu'ils avaient traversé la vallée et qu'ils n'avaient jamais oublié l'odeur du cidre de pomme dans le vent. Des infirmières ont envoyé des photos de leurs équipes portant les écharpes que nous avions distribuées, avec des légendes comme « Meilleur Thanksgiving de tous les temps ». Un message est venu d'une petite ville du Wyoming. Vous nous avez inspirés. Nous organisons notre propre dîner ouvert l'année prochaine. Même le journal local a publié un titre qui m'a fait rire aux éclats, « Quand une porte s'est fermée, elle a construit une table ». Et puis il y a eu les cadeaux, pas ceux emballés dans des nœuds, mais des gestes qui portaient du poids. L'association des anciens combattants a appelé pour demander s'ils pouvaient co-organiser l'événement de l'année prochaine. Nous apporterons les camions de grillade, a dit le directeur. Vous apportez cet esprit qui est le vôtre. Une ferme voisine a proposé de faire don d'un bœuf. Un autre a promis des légumes frais de sa serre d'hiver. Un groupe d'étudiants a écrit qu'ils voulaient faire du bénévolat à chaque pause de Thanksgiving. C'était comme si cette seule nuit avait déverrouillé quelque chose d'enfoui profondément dans les gens, la fin d'appartenir, de donner, de faire partie de quelque chose de bien. J'ai passé la semaine suivante à nettoyer le ranch avec les bénévoles qui passaient encore après le travail. La neige n'a jamais cessé, mais personne ne s'est plaint. Il y avait une joie étrange à balayer, à éponger, à empiler des chaises, comme si ranger signifiait préserver le souvenir lui-même. Chaque fois que je ramassais une bougie ou que je pliais un linge, je pouvais encore entendre les échos de rire, le cliquetis des assiettes, le doux murmure des voix disant merci. Mais un soir, quand le hall était enfin à nouveau calme, je me suis assise au bout de la longue table en chêne et j'ai réalisé que quelque chose était encore inachevé. Pas de la colère, plus maintenant, juste quelque chose qui n'avait pas été dit, un dernier fil qui pendait. J'ai pensé à mes parents,
aux années que j'avais passées à me rétrécir à cette table d'enfant, aux milliers de motus qui avaient vécu dans ma poitrine depuis que j'avais 14 ans. Peut-être qu'il était temps de les laisser sortir. Alors, le week-end suivant, j'ai envoyé un simple texto, dîner, juste nous. Dimanche, 18h. Pas d'explication, pas d'attente. Quand la sonnette a retenti ce soir-là, j'ai failli ne pas ouvrir, mais je l'ai fait. Et ils étaient là, papa dans son vieux manteau de laine, maman serrant son sac à main comme un bouclier. Leur visage était prudent, poli. Je les ai fait entrer sans cérémonie. Pas de caméra, pas de bénévoles, pas de longue table, juste nous trois à un petit comptoir de cuisine, 2 bols de ragoût fumant devant eux. Pendant un moment, personne ne parla. Le vent claquait contre les fenêtres et le feu crépitait doucement dans le poêle. Finalement, j'ai dit, je ne suis plus en colère. J'ai vu les épaules de maman se relâcher légèrement. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que j'ai ressenti. Ils me regardèrent tous les deux, incertains. Je pris une inspiration. Chaque année, il y avait une table, commençai-je doucement. Et chaque année, il y avait une place qui n'était pas vraiment la mienne. La chaise pliante, le gobelet en plastique, le reste de la tarte. Vous ne l'avez jamais dit ouvertement, mais vous avez clairement indiqué qui appartenait et qui était commode. Et chaque fois que vous disiez, peut-être l'année prochaine, je vous croyais jusqu'à ce que je ne vous croie plus. Les yeux de papa restèrent baissés sur sa cuillère. Amélia, non, dis-je doucement. Tu n'as pas besoin de justifier ça. J'ai juste besoin que tu l'entendes. Il y eut une longue pause seulement brisée par le bruit du feu. Finalement, papa leva les yeux. Sa voix était basse, presque fatiguée. Peut-être. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Je pensais que garder les choses faciles signifiait garder la paix. La voix de maman suivit, mince mais tremblante. Je pensais que tu allais bien. Tu as toujours agi comme si tu allais bien. J'acquiesçai lentement. C'était le problème. J'ai appris tôt à ne pas faire de bruit, à ne pas prendre de place. Alors, j'en ai construit une à la place. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Puis maman tendit la main, sa main planant pendant une seconde avant de se poser sur la mienne. Je suis désolé d'être passé à côté, murmura-t-elle. De tout ça. Je ne pleurais pas. Il n'y avait plus de colère à brûler. Juste une compréhension silencieuse imparfaite, fragile, mais réelle. Nous ne réparions pas le passé cette nuit-là. Nous le reconnaissions. Et peut-être que c'était suffisant. Quand ils partirent plus tard, maman s'attarda à la porte, regardant la vallée enneigée. C'est magnifique ici, dit-elle doucement. Paisible. Je souris. C'est chez moi. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Tu as fait quelque chose de bien, Amélia. Après leur départ, je restai longtemps à regarder les feux arrière disparaître dans l'obscurité. Le ranch retomba dans le silence, mais ce n'était plus le genre de silence solitaire. C'était le genre qui retient l'espace comme une respiration profonde avant le prochain commencement. La semaine suivante, j'ai accroché un nouveau panneau au-dessus de la porte de la grange, Thanksgiving au ranch table ouverte. Ce n'était plus seulement un acte ponctuel. C'était une promesse. Chaque année, cet endroit ouvrirait ses portes à tous ceux qui ont besoin d'une place, d'un repas, d'une raison de continuer à croire à la chaleur. Les bénévoles ont commencé à envoyer des messages des mois à l'avance, demandant des quarts de travail. Les entreprises locales ont promis des fournitures. Le bureau du shérif a offert de diriger la circulation pour la foule de l'année prochaine. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion silencieuse s'était transformé en une tradition qui appartenait à tout le monde. Et chaque année depuis, quand la neige commence à tomber et que les lumières reviennent dans la vallée, cette même longue table en chêne brille à nouveau avec des bougies et des rires. Les gens viennent de loin, des vétérans, des infirmières, des camionneurs, des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, même des voisins qui veulent juste partager quelque chose de vrai. Personne ne demande qui vous êtes. Personne ne se soucie de qui vous n'êtes pas. Tout le monde s'assoit et mange. Parfois, je reçois encore des messages d'étrangers qui ont vu ces photos il y a longtemps. Tu as changé ma façon de voir Thanksgiving, écrivent-ils. Et chaque fois, je souris parce que la vérité est plus simple, ils m'ont changé. Alors, si vous regardez ça, où que vous soyez, dites-moi de quoi êtes-vous reconnaissant cette année et d'où regardez-vous? Et souvenez-vous, si les gens dont vous espériez qu'ils vous feraient de la place ne l'ont jamais fait, ce n'est pas grave.
Construisez votre propre table et laissez la porte ouverte à ceux qui vous voient vraiment.